Oui, merci Eric. Alors déjà, je voulais te remercier à nouveau de m'avoir invité ici à Mayotte, mais aussi te remercier d'avoir proposé cette thématique, parce qu'à mon avis, c'est une thématique, la RDR Angsapa, qui n'a pas été suffisamment travaillée, en particulier dans les équipes. Ou alors on fait comme si ça allait de soi, la RDR Angsapa. Or, il me semble qu'on a encore un certain nombre de marges de progression dans la mise en œuvre de cette RDR Angsapa, mais j'y reviendrai. Petit propos préliminaire aussi. Vous allez voir, je vais emmener un certain nombre de remarques, comment dire, pas de critiques, mais en tout cas de réserves sur la manière dont la réduction des risques en XAPA est parfois portée. Mais je le fais de manière très humble, puisque un certain nombre des remarques que je vais apporter ici, je les ai entendues dans les XAPA que je dirige moi-même, donc je me positionne absolument pas comme quelques donneurs de leçons que ce soit, mais plutôt un peu comme un observateur comme ça de cette question-là. Voilà. Alors, je ne vais pas faire mon Jean-Sébastien Fallu. Je crois que je ne suis pas prêt encore à faire mon autodévoilement complet, mais je pense que c'était important de vous dire un peu aussi d'où je parle pour intervenir sur cette question-là. Alors moi, j'ai fait la rencontre avec la réduction des risques dans les années 93, 94, donc ça date maintenant un petit peu tout ça, en tant que jeune objecteur de conscience dans une association de lutte contre le sida en métropole, à Besançon pour le citer. Et puis en 1995, il y a eu l'autorisation donnée aux associations de mettre en place les programmes d'échange de seringues. C'est les premiers programmes d'échange de seringues autorisés qui ont été mis en place. Et donc, dans l'association dans laquelle je travaillais, on a mis en place ce dispositif et en fixe, puisqu'on pouvait accueillir dans le local, mais aussi en aller vers et en particulier au milieu festif. Voilà, donc c'est dans ces années-là que j'ai découvert la réduction des risques, mais aussi la question des addictions. Important de préciser peut-être, cette association est une association de santé communautaire, très militante, et dans un contexte particulier, puisque à l'époque, 93-94, c'était avant l'arrivée des trithérapies, et dans une association communautaire, la question de l'urgence, elle était majeure, elle était quotidienne, elle imprégnait vraiment la réflexion, puisque, pour parler très clairement, on voyait les gens régulièrement, malheureusement, mourir autour de nous. Voilà. Donc c'est dans ce contexte-là que j'ai commencé. Je pense que c'est important parce que ça dit aussi peut-être, comment dire, mon intérêt ou mon appétence à avoir une réduction des risques qui remplit pleinement ses missions. Voilà. Donc, depuis, j'ai fait plein de trucs et je suis aujourd'hui donc directeur d'ARIA, qui est la structure d'Opélia dans le département du Rhône, je l'ai dit tout à l'heure. On porte plusieurs activités médico-sociales pour personnes à difficultés spécifiques. C'est l'appellation officielle, donc en addictologie, 2 XAPA et un CARUD, dans le champ de la précarité, des appartements de coordination thérapeutique, et puis une équipe mobile centrée précarité. Je ne sais pas si ça existe à Mayotte encore, c'est des nouveaux dispositifs médico-sociaux sur les questions d'accès aux soins des personnes en situation de grande précarité. Voilà. Et puis on travaille aussi dans le champ du social, puisqu'on porte un centre d'hébergement de réinsertion sociale. À côté de ça, on a Tapage Lyon, qui a déjà été présenté, j'y reviens pas. Un petit dispositif d'accès au logement, dans une logique de logement d'abord, pour les personnes accompagnées par le CARUD ou le XAPA de Lyon. La coordination train de synthèse dont on a parlé et tout ça. Et puis, Gilles en a parlé très rapidement, on coordonne aussi un projet qui est en stand-by pour les raisons qu'on connaît, d'ouverture d'une EHSA à Lyon. Voilà. Et puis pour finir un peu le panorama, on est très investi dans le dispositif Un chez soi d'abord sur la métropole de Lyon, on a participé à sa création et maintenant à sa mise en œuvre. Voilà. Tout ça pour dire qu'on est, nous, en permanence dans un double exercice. Quand je dis nous, c'est mes collègues et moi. Un double exercice qui vise à travailler les articulations, les complémentarités et les synergies entre ces activités. L'idée, c'est quand même faire que tout ça soit cohérent et puisse développer un panel d'actions qui aille dans le même sens et qui porte les choses, tout en conservant leur spécificité, puisque ce sont des établissements qui n'ont pas les mêmes missions, les mêmes modalités d'intervention et tout ça. Et donc ça, je pense que ça a un peu une importance dans la question de la réduction des risques en XAPA et la manière dont je vais essayer de le déplier maintenant.
Alors, pourquoi s'interroger sur la mise en œuvre de la réduction des risques en XAPA? D'où vient ce questionnement? Alors d'abord, ça a été dit ce matin, c'est une mission obligatoire des XAPA, mais c'est une mission obligatoire récente, finalement. Décret de 2007, les premiers XAPA ont été autorisés en 2009-2010. Donc, en même temps, c'est récent, et en même temps, on peut dire qu'on a presque déjà 15 ans de recul. Moi, je trouve que c'est toujours intéressant d'aller voir comment les professionnels, les structures se sont emparés de ces choses-là, même si, évidemment, mon intervention n'a pas du tout vocation à faire une évaluation de la mise en œuvre de la RDR en XAPA. J'en ai évidemment ni les compétences, ni la prétention. Mais voilà, je trouve qu'avoir un petit regard comme ça me semble intéressant. Et en tout cas, moi, je me positionne là de ma place plutôt sur un retour d'expérience de ce que je peux percevoir. Autre raison pour s'interroger sur cette question, je pense que l'histoire même d'Exapa, avec les deux branches historiques, l'alcoolologie d'un côté, la toxicomanie de l'autre, peut jouer un rôle dans la mise en œuvre de cette mission. Et du coup, à mon avis, favorise une mise en œuvre différenciée de la réduction des risques dans l'Exapa. Il y a l'histoire institutionnelle aussi qui joue sur ces questions-là, entre l'associatif militant, l'hospitalier. Enfin, on voit bien que les XAPA n'ont pas tous la même histoire, n'ont pas tous le même feedback par rapport à ces questions-là. Et ça, je pense que ça peut jouer. Voilà. La troisième raison, et c'est peut-être ça qui nous avait amené avec Eric à évoquer cette proposition, je pense qu'on a tous, dans nos travaux comme ça, des remontées de terrain, des témoignages et parfois des constatations. J'en parlais moi-même par rapport au XAPA que je dirige à ARIA, que la RDR n'est pas toujours mise en œuvre dans les XAPA, ou alors elle est mise en œuvre de manière incomplète. Et tout ça, ça suscite des remarques ou des interrogations de la part des usagers et parfois des partenaires, des professionnels. Voilà. Et alors, j'ai cherché, mais si quelqu'un dans la salle a ça, je veux bien l'avoir, parce que ça fait longtemps que je cherche. J'ai cherché quel personnage historique ou un personnage culturel comme ça pourrait symboliser la différence de Monsieur Jourdain. Vous savez, Monsieur Jourdain, c'est celui qui faisait de la prose sans le savoir. Et je me disais, est-ce qu'il existe un personnage qui dirait qu'il fait des choses sans vraiment les faire? Et je me dis, ça pourrait des fois coller... Ah, Marie. Non, hors politique. Des personnages de fiction, si possible, ce serait mieux. Bref, donc si vous avez... Voilà. Mais j'utilise souvent cette expression quand on discute de ça, les Monsieur Jourdain à l'envers. C'est-à-dire que des gens, ils disent, je fais. Puis en fait, quand on creuse un peu... on ne sait pas trop, quoi. Il faudrait peut-être aller voir un peu plus. Voilà. En tout cas, il me semble qu'il subsiste toujours, quand on parle de la mission de réduction de risque en XAPA, enfin, je vais le dire autrement. J'entends souvent, quand on parle de la mission de réduction de risque en XAPA, des questions qui ressortent quasiment à chaque fois. Alors les questions, c'est la RDR est une mission obligatoire, oui, mais jusqu'où on doit aller? Ou alors, comment on intègre la mission de réduction des risques dans une structure de soins? Ou alors, et je pense que c'est ça peut-être le fil rouge de mon intervention, la RDR en XAPA doit-elle être la même que la RDR en CARUD? Voilà. Et je trouve qu'on entend beaucoup ces questions-là, et je trouve ça intéressant. Je vais essayer modestement d'apporter 2-3 éléments là-dessus. Alors, pour avancer dans la réflexion, je vous propose de revenir rapidement, mais c'était bien développé ce matin, sur des questions de définition des réductions de risques. En fait, on parle de quoi quand on parle de réduction des risques? Voilà. Et puis ensuite, je vais reprendre quelques fondamentaux de l'intervention de RDR. Je trouve que c'est toujours intéressant de les reprendre et de voir du coup comment tout ça peut être mis en place, mais ça va aller évidemment assez vite. Et puis ensuite, je finirai par la question des ajustements dont parlait Eric. Quel ajustement on retrouve dans la mise en œuvre de la RDR en XAPA? Et puis, je me permettrai de donner un peu mon point de vue, vous m'en excuserez, pour voir si, à mon avis, ces ajustements sont toujours justifiés ou pas dans la mission qui est la nôtre. Alors, comment on définit la réduction des risques? Alors, il existe plusieurs définitions. Il y a la définition de la loi, donc c'est l'article L3411.8 du Code de la santé publique que Mickaël vous a présenté ce matin, donc je ne vais pas y revenir, qui détermine ça. Je voulais juste apporter une petite
Petit complément, mais il n'est pas là, Michael, mais il ne m'en voudra pas. Il existe aussi dans le Code de la santé publique une annexe. Je ne sais plus exactement quel est le numéro de cette annexe. Peut-être que tu sais, Michael, tu le diras, l'annexe du Code de la santé publique qui détermine le référentiel national de... L'annexe 4.8, merci, je savais que tu savais, qui détermine, donc qui arrête le référentiel national de réduction des risques, qui est un texte donc officiel. Ah, merci, c'est gentil. Qui est un document officiel et qui va détailler un peu plus, préciser les missions qui rentrent dans la politique de réduction des risques dans sa version réglementaire, je vais le dire comme ça. Voilà, donc c'est toujours intéressant et important d'aller se référer à ces textes-là parce que du coup, ça doit nous amener à cadrer notre intervention. Mais comme le disait Michael tout à l'heure, c'est pas tant qu'on a le droit de faire de la réduction des risques, mais c'est qu'on doit la faire quand on est un établissement médico-social autorisé pour ça. Voilà. Il y a une autre définition de la réduction des risques que je voulais partager avec vous, qui est celle, vous m'excuserez mon accent anglais, il est désastreux, de l'International Harm Reduction Association. L'IRA, c'est bien, merci. Je vais vous la lire. La RDR désigne de manière générale l'ensemble des lois, des programmes et des pratiques qui visent principalement à réduire les conséquences néfastes, tant au niveau de la santé qu'au niveau socio-économique de la consommation de substances psychoactives, par les personnes qui ne souhaitent pas ou qui ne peuvent pas cesser ces consommations. Alors moi, j'aime bien cette définition parce qu'elle fait entrer deux notions qui n'existent pas du tout dans la définition légale. La première, c'est la notion de pratique professionnelle, de posture. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui est intéressant. C'est dit, hein, l'ensemble des programmes et des pratiques. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que la RDR, c'est d'abord une posture professionnelle et des pratiques, pour moi en tout cas, quand on la met en place sur le terrain. Voilà. Et puis la deuxième notion essentielle en réduction des risques aussi, c'est la notion du choix de la personne qui consomme des drogues. La définition, elle dit pour les personnes qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas consommer. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça remet vraiment un point extrêmement important et on le porte tous, et en particulier à Opélia, qui est la question de la prise en compte de la parole des usagers et de leur pouvoir d'agir. C'est-à-dire, on doit pouvoir travailler, mais je pense que ça a été dit et redit, mais avec des personnes qui ne souhaitent pas arrêter leur consommation. Mais du coup, j'y reviendrai un petit peu plus. Quand j'étais jeune objecteur de conscience, à l'époque, j'avais suivi une formation sur la RDR. Et j'aime bien la ressortir. Il y avait dans les différentes définitions qui avaient été données, une multitude de réponses à une multitude de situations. Alors dit comme ça, c'est un peu, ça va pas très loin. Mais je l'aime bien parce qu'elle nous oblige systématiquement à partir des situations et pas à partir à partir des réponses. C'est-à-dire que ça nous oblige vraiment à nous repositionner à partir de ce que la personne nous emmène. Et puis en préparant cette intervention, je suis allé un peu chercher sur Internet. Est-ce que j'ai trouvé une citation que je pourrais mettre en exergue d'un PowerPoint que je n'ai pas fait d'ailleurs, mais qui pourrait résumer tout ça. Et je suis tombé sur une situation de Bachelard, le philosophe des sciences, que certains d'entre vous devez connaître certainement. Voilà. Et Bachelard, il a dit « Toute connaissance est une réponse à une question ». Et quand j'ai lu cette citation, j'ai tout de suite pensé à la réduction des risques aussi. Et c'est intéressant parce qu'on revient sur la question de la connaissance, et notamment de la connaissance scientifique, qu'on essaie, en réduction des risques, vaille que vaille, de défendre, mais en tout cas, là aussi, qui vient répondre à la diversité. En tout cas, sur ces deux formules, moi je trouve, je me répète un peu, mais c'est la question essentielle, c'est l'ajustement des réponses apportées aux situations des usagers. C'est-à-dire que ce sont les usages de drogue, les modalités et les contextes de consommation, ou de prise de risque d'ailleurs, qui doivent guider les acteurs de la RDR, et pas l'inverse. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, tout cela, ça m'emmène à préciser quelques fondamentaux de la stratégie de réduction des risques. Je n'ai pas là non plus vocation à tous les citer et à dire que c'est forcément comme ça, mais c'est pour moi important. Le premier fondamental, première notion fondamentale, c'est de prendre en compte les risques liés à la consommation de l'ensemble des produits. Alors,
illégaux, si je reprends la remarque de Jean-Sébastien tout à l'heure, l'alcool, le tabac, mais aussi les risques liés aux pratiques sexuelles, et je fais référence à ce que disait Gilles, à la surexposition au bruit en milieu festif, par exemple, à la conduite automobile, à la pratique du piercing, enfin voilà. Quand on fait la réduction des risques, je pense qu'il faut pouvoir s'intéresser à l'ensemble de ces notions-là. La deuxième notion pour moi importante, c'est positionner la réduction des risques dans une approche intégrée. La prévention, le soin, la RDR, tout ça, ça repose sur la même reconnaissance du savoir expérientiel des personnes. C'est vraiment ça la base à chaque fois du travail. Et donc, il ne s'agit pas d'opposer ces différents types d'interventions, mais bien des associer dans un continuum d'action. Ça, c'est pareil, c'est souvent dit et redit, mais c'est peut-être là-dessus, quelquefois, on ne sait pas qu'on pêche, on le verra, et je trouve que c'est intéressant de pouvoir redire qu'on doit positionner la RDR dans une approche intégrée, dans une intervention en addicto, et que ça nous permet du coup de sortir de la position qu'on retrouve souvent, c'est on ne peut pas tout faire, ou alors on est d'abord un centre de soins, voilà, qui sont des trucs qu'on peut entendre régulièrement quand on bosse en addicto. Voilà. La notion suivante, pour moi, c'est celle qui consiste à adopter un positionnement professionnel. Alors, excusez-moi, je voulais faire un petit truc préalable aussi. Tout à l'heure, j'ai oublié. Des fois, je parle d'intervenant, des fois, je parle de professionnel. Mais pour moi, c'est vraiment le terme d'intervenant qui est intéressant parce que du coup, ça inclut aussi tous les bénévoles qui ne sont pas professionnels dans les structures de soins, les structures médico-sociales et qui font un gros boulot et qu'on oublie souvent. Donc, si je dis professionnel, c'est globalement, il y a pour moi aussi, bien sûr, les intervenants bénévoles là-dedans. Donc, je reprends. Adopter un positionnement qui favorise et qui garantit la rencontre avec les usagers. Et pour moi, c'est vraiment de la responsabilité des intervenants de créer, de favoriser et de maintenir la rencontre et le lien, y compris à partir de l'usage et des modalités d'usage. Voilà. C'est à nous, les intervenants, de tenir sur ces questions-là et pas aux personnes qu'on accompagne. Et moi, je dis souvent ça, en particulier sur les entretiens de recrutement, par exemple. La base de notre travail, c'est de créer le lien et de le maintenir. Voilà. Et en réduction des risques, ça, pour moi, c'est vraiment l'essentiel. C'est-à-dire que c'est à nous de nous positionner en situation de garantir ce lien-là et garantir la continuité du lien. Je vais aller vite parce qu'on en a beaucoup parlé. En RDR, évidemment, on part du fait que les personnes sont acteurs de leur vie afin de pouvoir développer leur pouvoir d'agir. C'est elles qui définissent leur propre stratégie de réduction des risques et ce n'est pas les professionnels. Mais je pense qu'on l'a dit et redit, donc je vais pas m'étendre. Tout ça fait bien sûr référence au savoir expérientiel et du coup à l'association des savoirs expérientiels des usagers, mais aussi au savoir académique et au savoir expérientiel des professionnels, puisque les professionnels aussi ont des expériences de professionnels et quelquefois d'usagers, évidemment. La réduction des risques, autre notion importante pour moi, c'est accompagner et sécuriser les usages. Accompagner les pratiques sans les juger évidemment, y compris celles qui sont potentiellement néfastes à la santé. Alors ça, ce n'est pas toujours quelque chose qui est facile, en particulier pour les soignants, mais pour moi, la réduction des risques, c'est accepter d'accompagner les usagers, y compris sur des pratiques qui peuvent être néfastes à leur santé, avec un seul objectif, qui est celui de maintenir le lien. Je ne sais pas si j'ai un peu le temps de faire des digressions, mais j'ai un exemple que j'aime bien citer. Dans le CHRS dans lequel je travaille, on a la chance d'avoir un temps médical. Bref. Et le médecin, il n'est plus là à l'époque, mais le médecin qui travaillait à ce moment-là nous raconte qu'en entretien, il reçoit une personne qu'on accompagne au CHRS, un jeune homme très désocialisé, vraiment en difficulté, qui injectait des produits et qui s'était injecté dans la jambe. Et malheureusement, ça avait provoqué abcès. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas médecin, mais j'imagine des nécroses, enfin des plaies très, très, très compliquées. Et donc, pas le premier entretien, mais peut-être le deuxième, le troisième, le patient accepte d'en parler et accepte de lui montrer. Et bon, le médecin, effectivement, est un peu inquiet, quoi, parce que c'était pas très chouette. Et il pose la question, il dit, mais du coup, pour les soins, comment vous faites ? Et là, l'usager dit, ah non, mais vous inquiétez pas, pour ça, il n'y a pas de problème, c'est mon chien qui lèche les plaies. Voilà. Et donc, Xavier, le collègue médecin, nous dit,
J'ai eu évidemment 2-3 secondes un peu de blanc comme ça, mais j'ai accepté de dire OK. Parce que j'ai senti à ce moment-là que si je disais « Ah là là, mais mon pauvre, surtout pas », et en plus, il nous disait les morsures de chien, c'est les seules blessures qu'on ne suture pas parce qu'il y a tellement d'agents pathogènes et tout ça. Voilà. Et j'ai accepté de lui dire « OK », parce que je savais que si je lui disais « Mais non, c'est pas possible », je le perdais. Voilà. Pour moi, c'est ça, la posture de la RDR, c'est d'accepter d'accompagner des personnes, y compris dans des pratiques ou des comportements qui sont potentiellement néfastes pour eux, mais parce que si on ne le fait pas, on sait qu'on prend le risque effectivement de rompre le lien, et du coup, on ne respecte pas ce que je disais tout à l'heure, que c'est notre responsabilité de conserver ce lien-là et de le garantir. Voilà. Du coup, pour sécuriser les usages, c'est-à-dire qu'il faut en parler. Et ça, c'est quelque chose, je pense, que quelquefois, certains professionnels ont un peu de mal à faire, peut-être des fois par peur, peut-être des fois aussi par manque de connaissance de ces questions-là. Mais les nommer, ça veut dire qu'il faut s'intéresser à la réalité de vie et à la réalité des consommations et des contextes de consommation des personnes. Et qu'on ne fait pas de la réduction des risques si on sort, encore une fois, des choses plaquées ou généralistes par rapport à des situations de consommation. Il faut pouvoir échanger avec les personnes de ça, de leur réalité. Moi, je dis toujours, il faut scoltiner la réalité des usagers. Alors, quand je dis coltiner, je n'y mets pas un sens péjoratif, évidemment, mais j'y mets quelque chose de dire, ouais, il faut y aller, quoi. Hein, c'est notre boulot, on y va. Voilà. Donc ça me semble aussi assez important. Autre fondamental, je ne sais pas si ça se dit pour moi, de la RDR, je le citais tout à l'heure dans la définition, mais c'est bien sûr la diversité d'outils pour une diversité de pratiques d'usage. Voilà, il faut pouvoir développer des outils qui répondent à chaque fois aux besoins des usagers et ne pas se limiter par rapport à des espèces de limites morales et tout ça. J'ai un autre exemple par rapport à ça. Dans le CARUD, le CARUD que je dirige, il y a quelques années, on accueillait beaucoup d'usagers d'origine géorgienne qui s'injectaient la méthadone. Et donc, injecter de la méthadone, ça veut dire qu'il faut diluer, ça veut dire de grosses quantités, donc il faut des seringues de gros volumes. Mais il faut aussi pouvoir sécuriser le point d'injection, parce que comme les injections durent très longtemps, ça peut être compliqué. Et les usagers nous ont demandé des épicraniennes pour pouvoir injecter la méthadone. Je veux dire, on l'a fait parce que dans ce contexte-là, à partir de ce que les personnes pouvaient nous emmener de leur pratique, on a estimé que c'était beaucoup plus... C'était réduire les risques, leur permettre de se mettre eux-mêmes une épicranienne. Alors, encore une fois, je ne suis pas médecin, mais je peux imaginer qu'il y a un certain nombre de règles, de précautions à prendre pour le faire. Ce n'est pas forcément toujours évident. Et du coup, ils utilisaient ça pour injecter. Voilà. Donc pour moi, c'est ça la diversité des outils aussi, c'est qu'il faut pouvoir s'autoriser quelquefois à aller un peu loin pour permettre aux personnes de réduire les risques qui sont spécifiques à leur pratique. Et aussi, encore une fois, mais je radote pour garder la question du lien. Mais il y a pour moi une question essentielle, et je pense qu'elle est essentielle particulièrement que ça pas, c'est la question de l'inconditionnalité de l'accès au matériel de réduction des risques. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Mais évidemment, sans réduire la réduction des risques à la question du matériel, c'est important quand même de rappeler que c'est quand même la base. En plus, c'est son histoire à la réduction des risques. Hein. Ça a commencé comme ça avec la distribution de seringues. C'est la base pour les usagers qui en ont besoin, évidemment. Et pour moi, c'est quand même, il me semble que c'est le prérequis à l'élaboration d'une stratégie de réduction des risques pour les personnes. Apporter des conseils de RDR sans en fournir les outils, je pense que pour la personne, ça n'a aucun sens. Et que si on limite cette question-là, je pense qu'on est un petit peu à côté, ou en tout cas on fait le travail à moitié. Voilà, et puis ça a été dit, puis j'en ai parlé ce matin, je vais pas m'étaler là-dessus, mais développer la réduction des risques, c'est apporter des réponses concrètes, pragmatiques, j'insiste là-dessus, parce que quelquefois on pourrait avoir tendance à partir un petit peu sur des choses conceptuelles. Or non, c'est pas ça la réduction des risques, c'est le pragmatisme. Et puis avec des objectifs atteignables et progressifs. Voilà, moi je ne suis pas un grand sportif, ça ne sert à rien de me demander de sauter 1,80 m si j'ai du mal à sauter 80 cm. Et dans les stratégies de réduction des risques avec les usagers, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir, comme ça, fixer des objectifs atteignables et progressifs. Je ne sais pas combien, si j'ai encore un peu de temps, dis-moi.
Ah, c'est l'heure, merde. Pourquoi mettre en place l'intégralité de la RDR en XAPA? Pour moi, c'est extrêmement important. C'est une mission obligatoire, on l'a vu, je ne vais pas revenir. Et donc, du coup, c'est notre boulot. Mais évidemment, ce n'est pas suffisant de dire ça, puisque c'est évidemment trop réducteur. Pour moi, il faut le faire parce que le parcours des usagers en addicto, il n'est pas linéaire, on le sait. Les personnes peuvent passer par des phases où il y a beaucoup de consommation, moins de consommation. Je passe au Carud, je vais au XAPA, puis je retourne au Carud, je fais les deux en même temps. Enfin bon, on voit comment, et vous le savez certainement mieux que moi, ces parcours ne sont pas linéaires. Et donc, il faut, pour moi, apporter aux usagers, à quelques moments de leur parcours, les mêmes outils et les mêmes modalités d'accompagnement. Sinon, il y a perte de chance. C'est-à-dire qu'au moment où la personne elle fréquente le Carud, si elle a un certain nombre de réponses, mais qu'elle n'a plus ces réponses-là sur la question de la RDR, quand elle passe la porte du XAPA, je pense que ça ne va pas. Et puis, il y a une question de cohérence aussi dans l'accompagnement. J'en parlais tout à l'heure sur le continuum, prévention, RDR, accès aux soins, soins. Si tout ça est porté aussi par une seule équipe, c'est-à-dire qu'on ne se partage pas les différents modules de l'accompagnement entre différentes structures, ça peut aussi permettre une certaine cohérence. Alors, la question des ajustements, j'y arrive. Alors, il y a encore une différence réglementaire entre les XAPA et les Carud, puisque le décret d'application des XAPA, vous savez, maintient toujours la possibilité d'avoir des XAPA spécialisés, alcool ou drogues illicites. A priori, ça ne va pas durer encore très longtemps. On attend la révision des textes, mais ça ne devrait pas être maintenu. Et le décret, il dit qu'un XAPA spécialisé peut réserver un certain nombre d'actions, dont la réduction des risques, aux usagers qu'il prend en charge. Sous-entendu, quand on a un XAPA alcool, on peut faire que de la RDR alcool. Si on a un XAPA drogues illicites, on ne peut faire que de la RDR drogues illicites. C'est comme ça que c'est entendu. Malheureusement, ça a aussi été entendu d'une autre manière, qui est que les XAPA ne doivent faire de la réduction de risque que pour les personnes accompagnées par le XAPA. Et il y a un certain nombre de XAPA qui, effectivement, n'acceptent pas d'accueillir des personnes qu'ils ne connaissent pas uniquement pour avoir l'accès au matériel. Et je trouve qu'il y a une mauvaise interprétation de cette question-là. Et j'espère, en tout cas, que les nouveaux textes pourront clarifier cette position-là. Une différence qu'on voit souvent, c'est bien sûr la dimension d'aller vers. Les Carud ont été fondés avec cette mission, très claire, beaucoup moins les XAPA. Alors on l'a vu, il y a, ce matin avec Maxence, il y a des XAPA qui ont mis en place des équipes mobiles, mais globalement quand même les XAPA, alors je pense que ce n'est pas vrai pour la PAPOM, parce qu'avec votre système de plateforme, vous êtes certainement dans un fonctionnement beaucoup plus horizontal et croisé. Mais en tout cas, il y a assez peu de XAPA qui font de la maraude, qui interviennent en centre d'hébergement. Alors, il y a les consultations avancées maintenant, en squat et tout ça. Là, effectivement, il y a la question des moyens qui revient systématiquement. Je veux dire, il y a une mission d'accompagnement en XAPA qui mobilise généralement toute l'équipe et qui pourrait mobiliser beaucoup plus. Et donc, c'est toujours difficile de pouvoir aller à l'extérieur. Néanmoins, rien n'interdit effectivement à un XAPA de développer des actions d'aller vers si elle le souhaite. Il y a une question qui revient souvent, c'est la diversité des publics accompagnés au sein du XAPA. On le sait, les XAPA accueillent un public effectivement assez diversifié dans leur parcours, dans les produits consommés, dans les modes de consommation. La juxtaposition de ces consommateurs et de leur situation emmène bien sûr à penser une organisation de la RDR qui tienne compte des personnes en cours de sevrage, qui souhaitent mettre à disposition des produits, qui peuvent avoir des phénomènes de craving assez importants. Et c'est vrai que ça, c'est des questions qui reviennent souvent. C'est oui, mais moi j'accueille des gens, ils luttent depuis des mois pour mettre à distance leur consommation. Et si quand ils viennent en salle d'attente, ils trouvent des kits sur la table basse, ça va renforcer le craving. Alors c'est effectivement une situation réelle sur laquelle il faut pouvoir travailler. J'ai pas évoqué, mais je vais le faire là, la question des CJC. Il y a des CJC dans l'Exapa. Et évidemment, l'accueil de jeunes souvent fragiles et de leurs parents souvent inquiets, peut interroger aussi sur cette question d'une grande visibilité ou d'une visibilité totale de cette question-là. Voilà. Alors, tu le citais tout à l'heure, on peut travailler sur la question des horaires. On peut effectivement
organiser les rendez-vous en fonction des publics pour que ça se croise un petit peu moins et qu'on puisse travailler cette question-là. Mais moi, je pense que ça passe aussi et surtout sur des échanges et sur des réflexions avec les usagers eux-mêmes. Je pense que c'est avec eux qu'il faut qu'on puisse discuter de ces questions-là. Comment on fait pour permettre, dans un établissement qui accueille des publics diversifiés avec des missions qui sont quand même relativement larges, qu'on puisse répondre à l'ensemble des besoins de manière coordonnée en respectant tout le monde. Et on dit souvent la réduction des risques, ça part de la parole des personnes dans la mise en œuvre concrète des stratégies. Mais je trouve qu'on ne prend pas suffisamment cette question de la parole des personnes dans la manière dont on met en œuvre la réduction des risques, et en particulier en XAPA, où il me semble que cette dimension-là n'est pas suffisamment travaillée. Sur la question des ajustements, je vais aller vite, et on en parlait ce matin, tout à l'heure, je ne sais pas, la question de l'injection à Mayotte, elle n'est pas très présente, donc ça ne va pas forcément vous causer, mais c'est vrai qu'avec l'expérience que j'ai, moi, à Lyon, où l'injection ou l'inhalation est quand même très, très répandue, en particulier chez les personnes les plus en difficulté, c'est des questions centrales pour moi dans cette question-là. Donc, il y a la question de l'accès inconditionnel au matériel de réduction des risques. On voit souvent dans les XAPA une limitation dans la quantité ou dans la diversité du matériel distribué. Alors du style, oui, si tu veux des kits, je t'en donne 5. Si tu veux des kits d'injection, je t'en donne 5. Mais si tu en veux plus que 5, il faut que tu ailles au CARUD. Donc en fait, il faut que tu traverses la ville, que tu partes pour avoir cet accès-là. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup de mal avec cette prise de position. Je vais dire, qu'est-ce qui nous autoriserait à ne pas apporter à la personne les besoins, les réponses aux besoins qu'elle amène, et notamment autour de ses consommations. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup cette question-là. Alors souvent, on entend la question des moyens, les moyens humains. Il n'y a pas toujours du monde pour distribuer du matériel dans les XAPA, et c'est vrai, il y a, en particulier sur les XAPA qui travaillent beaucoup sur par des entretiens individuels, par exemple, ça peut être particulier. Et puis aussi, on entend la question des moyens financiers. C'est-à-dire que le budget de mon XAPA, il ne me permet pas d'acheter autant de matériel que je devrais en distribuer. Voilà, donc il y a des raisons effectivement objectives. Là aussi, je me dis, on peut peut-être quand même choper ces questions-là un petit peu différemment. Sur la question des moyens, alors moi je ne me plains pas, j'ai des budgets en XAPA qui me permettent d'acheter à peu près largement le matériel dont on a besoin, et je suis assez content de ça. Voilà. Et en même temps, j'ai toujours dit à mes collègues, c'est nos limites. La question de l'accès l'achat de matériel de réduction des risques, vous ne limitez pas, vous donnez ce que les usagers ont. Après, s'il y a des déficits, c'est mon boulot de directeur d'aller discuter avec le financeur sur comment je fais avec le déficit. Mais j'ai beaucoup de mal avec l'idée que le contrôle d'un déficit par un établissement médico-social pourrait avoir comme conséquence de ne pas donner aux usagers le matériel dont ils ont besoin pour sécuriser leur consommation. Et là, je trouve aussi qu'il y a peut-être quelque chose à réfléchir. Voilà. J'en ai quasiment fini. Pour aller un petit peu plus loin, si on considère que la réduction des risques doit être mise en œuvre de manière globale dans l'EXAPA, au même titre que dans les autres établissements, on peut s'interroger sur la mise en place dans l'EXAPA d'autres outils ou d'autres propositions d'accompagnement. Le premier, c'est l'analyse des drogues. Les équipes d'EXAPA, elles sont largement, je pense, investies dans les dispositifs de veille comme Synthèse, qui a été présenté par Elodie. Et dans l'EXAPA, il y a un certain nombre de collectes qui sont faites dans cet objectif de veille sanitaire pour alimenter la connaissance sur les produits en circulation. Mais il me semble que l'analyse de drogue dans une vocation de RDR, vous en parlerez demain, Sacha et Jean-Sébastien, il me semble que dans une logique de RDR, c'est assez peu présent et assez peu porté, et que ça ne fait pas encore partie des pratiques et des habitudes des procédures de XAPA de pouvoir proposer, de collecter auprès des usagers qu'ils reçoivent les produits consommés pour pouvoir faire une analyse et apporter derrière un discours de RDR. Voilà. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas des laboratoires d'analyse partout, on le sait, ça reste un sujet sensible, vous en parlerez demain. Mais en tout cas, j'espère que le travail que fait la Fédé et le réseau Analyse Ton Prod permettra d'avancer un petit peu sur cette question-là, et je trouverais intéressant qu'on essaie de mobiliser plus particulièrement les XAPA là-dessus. L'autre sujet qui a été aussi abordé ce matin, on se croise, mais c'est la question d'AERLI, l'accompagnement éducation au risque lié à l'injection, qui a été pris en compte. Enfin, il y a plusieurs équipes de CARUD ont mis en place ces types d'accompagnement.
En XAPA, c'est pareil, j'ai l'impression que ça reste quand même assez compliqué. Il y a eu quelques formations de professionnels en XAPA. Je n'ai pas non plus, à ma connaissance, dans les XAPA que je connais autour de moi, d'exemples de mise en place concrète de séances d'early au sein du XAPA. Dans les CARUD, ça se fait un peu, dans les XAPA, je ne crois pas. Or, je reviens toujours à la même question, est-ce que la RDR en XAPA doit être différente de celle d'un CARUD? Voilà, donc j'interroge pourquoi on n'est pas avancé sur cette question-là. Et puis pour aller encore un tout petit peu plus loin, la question des HSA. Vous savez que le nouveau référentiel, le nouveau cahier des charges des HSA prévoit qu'elles peuvent être implantées dans des structures existantes, qu'elles soient XAPA ou CARUD. Donc ça, c'est depuis 2016, ça a été dit ce matin. À notre connaissance, j'en parlais avec Marie hier, à notre connaissance, il y a un seul XAPA en France qui s'est positionné comme étant candidat à l'accueil d'une HSA dans ses murs. Voilà. Tous les autres projets actuellement sont portés par des CARUD. Et du coup, là aussi, je n'ai pas de réponse, mais ça m'interroge sur la manière dont ce type d'accompagnement, donc notamment la sécurisation des usages in vivo, j'ai envie de dire, en direct, est finalement assez peu pris en compte par les équipes de XAPA. Voilà. Et puis pour terminer, moi, il y avait eu, il y a quelque temps, une enquête de l'IGAS sur cette question-là. C'est la coexistence de deux dispositifs d'addicto en même temps, les XAPA et les CARUD. Alors, je ne vais pas répondre à la question maintenant, mais voilà, je m'interroge aussi sur, en tout cas dans une volonté de mieux diffuser les pratiques et les outils de réduction des risques dans les structures, je me demande si cette distinction XAPA-CARUD n'est pas finalement un frein, avec tout ce qu'on sait, hein, historique, administratif, enfin là on ne va pas revenir là-dessus, et que peut-être on pourrait aussi réfléchir à voir comment rapprocher ces établissements dans ces pratiques-là. Voilà, j'en ai terminé, je vous remercie. Merci Damien. Donc on arrive en fin de journée. Je vais quand même prendre le temps de voir s'il y a des questions, sachant qu'on a de nouveau Carole qui nous rejoint de la Martinique. On ne va pas trop faire attendre. Voilà, on va essayer de clôturer la journée dans les délais. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que vient d'évoquer Damien, à savoir les invariants, les modalités, les stratégies dans l'EXAPA ? Moi, ce n'est pas une question, c'est juste pour rectifier une erreur. Ce n'est pas l'annexe 4.8, c'est l'annexe 31.2. Si vous allez à l'annexe 4.8 et annexe 4.9 du Code de l'action sociale et des familles, c'est les référentiels d'agrément des assistants maternels et familiaux que j'ai travaillé avec les PMI pendant plus de 15 ans. Bel exemple de conditionnement, voilà, annexe. Et là aussi, il y a un écart. Donc tu dis là, 32, non, 31.2, voilà, si vous avez envie d'aller. Merci Mickaël pour ces précisions. Du coup, autre question avant d'essayer de contacter Carole. Alors, tu retiens? Bon. Non, c'est plus une remarque, parce que tu as commencé par dire, en fait, la RDR, c'est surtout une question de posture, et ce en quoi je te rejoins. C'est-à-dire que, effectivement, parfois, on a focalisé sur le matériel. Or, le matériel ne fait pas tout. C'est-à-dire que l'accès au matériel, la manière dont on amène la disponibilité du matériel, comment on interroge la gestion des consommations, va aussi permettre plus ou moins cet accès au matériel. Et il n'y a pas que le matériel. C'est-à-dire que c'est une partie de la réponse. Ça peut être même un prétexte, un support d'échange. Mais ce serait dommage de se fixer sur le matériel. Alors, ouais, évidemment, hein, je l'ai dit, l'idée, c'était pas de résumer la RDR au matériel. Et puis, j'avais aussi dit avant toute l'importance de partir des usages et de mettre des mots sur tout ça. Donc, encore une fois, je suis absolument d'accord avec ça. J'ai fait un peu ce focus là-dessus et je le fais volontairement, enfin, j'assume, parce que je pense que c'est ça qui est visible. C'est-à-dire que quand on discute avec les équipes de XAPA sur cette question-là,
Mais oui, ils font de la RDR parce qu'ils vont interroger le savoir expérientiel, parce qu'ils vont... voilà. Et en fait, quand on creuse et qu'on va un peu plus loin sur, mais du coup, concrètement, comment ça se passe? Ah là, il y a des limites. Là, il y a des trucs sur lesquels on ne peut pas intervenir parce qu'on est un XAPA, parce qu'on n'a pas les moyens, parce que je sais pas quoi. Voilà. Et je trouve que c'est un peu significatif, un peu révélateur de ces difficultés-là. Voilà. Alors, encore une fois, mon propos n'est pas du tout de réduire la réduction des risques à cette question-là. Et si j'ai rappelé... mon antériorité dans la question, c'est aussi parce que, encore une fois, je suis né dans les RDR, des fois je le dis comme ça, par ça. Par ça. Donc peut-être que ça reste et que j'ai un biais personnel. Sur ça, je vais éventuellement bien l'entendre, mais voilà. Mais je pense que c'est significatif. Moi, je pense que c'est significatif. Et encore une fois, je pense qu'on est à côté quand on demande aux usagers de définir des stratégies de réduction des risques, avec tout le travail qui est fait hors accès au matériel, mais qu'on ne permet pas l'accès au matériel. Je pense que là, on est à côté. Voilà. Et c'est pour ça que je voulais faire un petit peu focus sur cette question. Et juste peut-être pour une autre journée, un autre moment d'échange, moi, ce qui m'intéresserait aussi, c'est de travailler sur les RDR auprès d'un public spécifique que sont les femmes. Parce qu'il me semble que, tu vois, tu disais dans les XAPA, on a une variété de publics. J'étais pas tout à fait d'accord parce qu'en fait, on reçoit 80% d'hommes et 20% de femmes. Si on le prend par la question du genre, je suis tout à fait d'accord. Voilà. Après, l'EXAPA, en tout cas l'EXAPA généralise, qui ont développé différentes modalités de prise en charge, d'accueil et tout ça, ont